Ouais, je sais pas si je vais me mettre complètement en retard, mais j'avais envie de vous jouer des sons, donc on va prendre 2 minutes si vous êtes d'accord. Et après, je parlerai super vite et on comprendra pas trop ce que je dis, mais on pourra discuter après. Je me tais. Bon, je pourrais parler longtemps sur ces enregistrements, mais on constate qu'ils ont été enregistrés évidemment à 2 endroits différents. Je pense que je pourrais vous demander, mais à mon avis, on voterait tous pour dire que le deuxième enregistrement a été fait dans une forêt. Dans l'autre, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est un environnement en Corse qui a été enregistré. Et pourquoi il y a autant de mouches? Pour la petite histoire, c'est qu'on fait des terrains en Corse, c'est super, mais des fois c'est dans des décharges, parce que les Milans royaux adorent aller fouiller les poubelles. Donc pour les enregistrer, on est entouré de mouches qui nous tournent autour. Donc on fait du terrain, et des fois c'est pas très rigolo, mais des fois c'est sympa. Voilà, donc moi je suis Léo Papé, je suis acousticien de formation, et depuis 3 ans maintenant, j'ai participé à la création de Biophonia, qui est une structure de suivi de biodiversité par le son. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu notre activité, peut-être donner quelques termes, définitions, mais je suis super content parce qu'en fait ça a déjà été fait, et on voit qu'on parlait de se retrouver à un carrefour, et là on voit acoustique sous-marine, acoustique environnementale et bioacoustique, on va se retrouver assez facilement. Voilà, très rapidement, l'idée c'est pas de faire la pub, c'est qu'on n'est pas beaucoup d'entreprises à travailler pour l'instant sur le suivi de biodiversité par le son dans les écosystèmes terrestres. On utilise beaucoup d'outils issus de l'intelligence artificielle pour automatiser les reconnaissances d'espèces, basés sur de l'acoustique passive. Et vraiment notre métier au départ, c'était uniquement de donner des informations utiles à des écologues à partir du paysage sonore, et donc compléter leur gamme d'outils. Donc voilà, on accompagne nos clients sur l'acquisition, le stockage et l'analyse des données, surtout l'analyse. Et on travaille aujourd'hui principalement pour les parcs et les réserves, les associations de protection de la nature, mais aussi de plus en plus pour les collectivités et pour le secteur privé, à la fois les bureaux d'études environnement. Peut-être un jour on travaillera avec des bureaux d'études acoustiques, en tout cas je pense que ça s'y prêterait complètement. Et puis des associations de riverains ou qui s'intéressent à la biodiversité. On est une équipe répartie entre la Corse et la région Rhône-Alpes, et en fait on a une équipe à l'image de notre domaine, c'est-à-dire qu'on a des écologues, des statisticiennes, des acousticiens,
des experts en intelligence artificielle, des gens qui sont capables de rester des heures immobiles pour enregistrer l'oiseau au bon moment. Donc je vous laisse imaginer les discussions, c'est pas toujours facile de s'entendre sur le mot données, par exemple, ça c'est très compliqué, parce qu'on parle tous d'un truc différent. Mais c'est assez riche d'informations. Une toute petite proposition de définition, ça se veut pas du tout absolu, mais on parle souvent de bioacoustique et d'écoacoustique. De manière très schématique, et je m'en excuse pour les bioacousticiens qui travaillent sur le sujet en laboratoire. Quand on parle de bioacoustique, on cherche à décoder les méthodes de communication chez les animaux par le son. Donc on applique en fait la théorie de l'information. Un individu émetteur à gauche va chercher à encoder une information, pourquoi pas une recherche de partenaire. Il va encoder cette info dans un signal acoustique qui va se propager, arriver jusqu'à un récepteur qui lui va décoder l'information. Donc souvent les bioacousticiens, les bioacousticiennes travaillent sur un peu les trois catégories de cette théorie. L'aspect vraiment production, comment sont produits les sons d'un point de vue anatomique, dans quel contexte, etc. Comment se propage le son, là vous me voyez venir, il y a beaucoup de boulot pour les acousticiens, donc venez. Perception, vraiment les phénomènes pareils anatomiques, mais aussi de comportement, pour aller décoder un signal dans le monde animal. Sauf que nous, on est dehors, vous l'avez entendu, c'est rare d'avoir un colibri qui chante avec un colibri et rien autour, donc on a beaucoup d'espèces qui vocalisent dans un environnement. Et là, je retrouve les trois termes qu'on a partagés au cours de ces trois présentations. On a différentes sources de bruit ou de son qui composent un paysage sonore. Donc biophonie, les êtres vivants, géophonie, les éléments naturels non vivants, et l'anthropophonie associée à l'humain et surtout ses activités. Je passe très vite, mais il y a eu un vrai boom de la bioacoustique, notamment parce qu'on est à une convergence technologique qui fait que les enregistreurs, il y a encore 10-15 ans, on envoyait des gens avec des magnétophones à bande, c'est pas une légende, en forêt tropicale. Ensuite, il y a eu des enregistreurs passifs qu'on pouvait laisser dehors, mais qui coûtaient extrêmement cher, plusieurs milliers d'euros, et donc quand on travaille sur le terrain et il faut aussi porter le matériel, c'était du gros matériel. Maintenant, on a des enregistreurs, il y a des constructeurs de plus en plus. Mon petit préféré, c'est le Open Acoustic Devices, l'Audiomos. Pour 200 €, vous pouvez faire de la bioacoustique dans votre jardin. J'ai pas d'action, mais c'est tout open source, allez-y. Et puis de l'autre côté, il y a un gros développement des méthodes d'analyse, et notamment l'IA, par le machine learning puis le deep learning, qui nous permettent d'automatiser les détections. En France, on a la chance, en plus, d'avoir beaucoup d'équipes de recherche vraiment à la pointe sur le sujet. Pour ne citer que le Muséum national d'histoire naturelle, ils ont été à la pointe sur la détection des chauves-souris. Donc vous avez le protocole Vigikiro, pareil, que vous pouvez appliquer dans votre jardin. On pense à BirdNet sur notre téléphone. Il existe aussi tout un tas de solutions open source. Donc ça fourmille et on arrive à analyser de plus en plus de données, surtout avec de moins en moins d'erreurs. Et enfin, il y a évidemment le développement de la science en elle-même, la bioacoustique et l'écoacoustique. Et en France, on est quand même bien placé. Donc, j'ai parlé du muséum. Peut-être vous avez connaissance de Jérôme Sueur qui travaille beaucoup en écoacoustique. À Saint-Étienne, on a l'un des plus grands laboratoires d'Europe dédiés uniquement à la bioacoustique. Et puis, il y a d'autres équipes, d'autres structures qui se montent. Donc, il y a une vraie émulation autour du sujet. On a parlé de bioacoustique et écoacoustique. Nous, on préfère parler d'acoustique passive, comme ça on fâche personne. L'idée, c'est qu'un environnement donné va regrouper un cortège d'espèces. De ce cortège d'espèces et aussi d'autres sources de son, ça va constituer un paysage sonore. Nous, on place des enregistreurs qui vont tourner pendant des mois, quasi en autonomie. Des fois, il faut changer les piles et les cartes SD, mais en tout cas, ils sont sur le terrain assez longtemps. Et nous, notre boulot, c'est de créer des solutions d'analyse, de détection de sources, par exemple, pour aller suivre une espèce emblématique d'un écosystème, aller faire des inventaires d'espèces, mais aussi, on y reviendra, qualifier le paysage sonore avec des indicateurs issus de l'écoacoustique qui viennent un peu compléter cette approche liste d'espèces. Ça a des avantages qui parlent beaucoup aux écologues qui font du terrain, parce qu'on a une donnée de meilleure qualité et surtout sur de grandes échelles de temps. On peut avoir des données sur 6 mois, alors qu'envoyer un ornithologue sur un site, c'est très difficile de retourner sur un site, par exemple.
C'est très peu intrusif, c'est très reproductible, le matériel est très robuste et surtout les méthodes d'analyse sont très reproductibles. Et puis ça permet de réduire les coûts pour les petites associations par exemple de protection de la nature. Ils savent quand ils peuvent aller sur le terrain. On parlait de difficulté d'aller sur un chantier éolien, affréter un bateau, c'est un peu les mêmes contraintes. Là on y va quand la mer est bonne et puis on laisse l'enregistreur travailler. 90% de notre activité, c'est ça, c'est transformer des paysages sonores en données utiles pour les écologues. Mais de plus en plus, on commence à travailler sur de la biodiversité en ville, l'impact du bruit sur la biodiversité, la pollution sonore, etc. Donc c'est ça que je vous présente aujourd'hui, ce qui est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on exploite encore plus la méthode d'acoustique passive. Je ne vous ferai pas l'affront de citer le chiffre du rapport de l'ADEME que tout le monde connaît par cœur ici, mais il y a un truc assez intéressant, c'est que dans cette étude est explicitement exclu les impacts sur la biodiversité et sur l'environnement. Et la dernière phrase, je vous la lis comme ça, vous lisez pas pendant que je parle, comme ça, je crois que c'est comme ça qu'on m'a appris. Il est raisonnable de supposer que les conséquences du bruit sur les écosystèmes ont un coût important, notamment en perturbant leur équilibre et leur état de santé, et indirectement en affectant les services écosystémiques qui peuvent être rendus, par exemple dans le cas des secteurs agricoles et touristiques. Donc c'est toujours un peu triste quand on est à devoir parler d'argent pour se faire entendre, mais exactement de la même manière que l'ADEME a transformé l'impact du bruit sur l'humain en chiffres, il serait possible de le faire pour la biodiversité, si tant est que ça ferait bouger les choses, mais au moins on aurait peut-être un argument supplémentaire. Je passe très vite parce que les impacts du bruit ont été développés très bien tout à l'heure, donc on a des impacts physiologiques, on a parlé de lésions d'organes sensoriels, de troubles auditifs, des effets comportementaux, les animaux vont être beaucoup plus vigilants, on va avoir des proies qui se font prédater plus facilement, des prédateurs qui vont avoir plus de mal à repérer leurs proies. Au nourrissage, la reproduction, tous ces comportements sont altérés. L'activité en elle-même, et ça c'est le travail de beaucoup de bioacousticiens, est impactée par le bruit, mais quand on y pense, on met de la musique très fort dans un casque et on vous demande de parler, vous allez parler plus fort, plus aigu, et vous allez répéter le message pour être sûr d'entendu. C'est exactement ce qui se passe, sauf que quand on est un petit oiseau de 12 grammes, c'est hyper demandant en énergie, et ça peut amener jusqu'à la mort par épuisement de l'individu. Et puis après, on a des impacts sur les écosystèmes, donc direct, on en a parlé, la fragmentation des territoires, par des barrières sonores notamment, la désertion d'environnement, on a des forêts, on ne comprend pas pourquoi elles sont complètement délaissées, en fait on n'avait jamais regardé le bruit jusque-là. Et des impacts plus indirects, donc quand on touche à un maillon d'une chaîne alimentaire, on a tout le réseau trophique qui s'écroule et on peut des fois avoir des impacts gigantesques alors qu'une seule espèce est directement impactée par le son. Il y a aussi des impacts sur les végétaux indirects et même jusqu'à des paysages. On a des endroits qui changent complètement quand une usine extrêmement bruyante, par exemple d'extraction de pétrole, s'installe. Ça a été mesuré aux États-Unis. C'est plus du tout la même végétation en 15 ans, quoi. Quelques projets qu'on mène. Alors, pollution sonore, je désamorce tout de suite, vous êtes les meilleurs. Nous, on fait des petites choses. Mais justement, on essaye d'avoir une approche vraiment différente et j'espère complémentaire, et c'est là aussi où je serais heureux d'échanger avec vous. On travaille pour une asso depuis 3 ans, là, de Mountain Wilderness, qui est une asso de protection de la montagne. Et en fait, ils ont beaucoup de plaintes des riverains, des trains de motards prennent les routes en lacets et mettent les gaz, et donc ça va jusqu'à engendrer le déménagement de ces personnes-là. Et il y a aussi la notion de naturalité, c'est que quand on habite à Grenoble, on fait 2 heures de voiture et on espère être tranquille et libéré du bruit de la ville. Et là, on a placé des enregistreurs à plusieurs centaines de mètres de la route. Et donc, on va aller reconnaître les bruits de moteur dans notre paysage sonore. Et en gros, si on considère que la journée, c'est-à-dire la période où la plupart des randonneurs randonnent, 1 seconde sur 2 est polluée. Alors qu'on est dans un milieu, là, si on retourne la photo de gauche, c'est impossible pour vous de me dire qu'on est à proximité d'une route. Donc voilà, on a aussi des corrélations avec la météo. Quand il a plu une semaine et qu'il a fait beau, on a eu une explosion du bruit dans ces routes-là. Une corrélation avec les week-ends aussi. On a le gros pic, c'est le Tour de France qui passait au pied de l'enregistreur. Il y a une échappée juste devant.
Voilà, un autre gros sujet que la bioacoustique a permis, c'est la migration nocturne des oiseaux. En fait, jusque-là, on regardait les migrations aux jumelles, et plus on met d'enregistreurs, plus on se rend compte qu'en fait, les oiseaux migrent quasi principalement la nuit. De plus en plus, on va vers cette théorie. Et nous, dans ce contexte-là, on a la chance de travailler sur un très gros projet dont on n'est pas porteur, qui s'appelle Migratlan, mais qui est financé par de l'argent public, et on travaille avec le Muséum national d'histoire naturelle. Tous les petits points que vous voyez sur la façade atlantique et dans la Manche sont des enregistreurs, parfois au milieu de l'eau, parfois sur une bouée, parfois sur un bateau, parfois sur un phare. Et l'idée, c'est dans un contexte futur d'installation d'éoliennes offshore, essayer d'identifier par le son les couloirs privilégiés de migration pour éviter de mettre une éolienne en plein milieu d'un couloir de migration. C'est un projet sur 4 ans assez audacieux et qui en plus confronte d'autres technologies, donc c'est super intéressant parce que nous, en tout cas, quand on s'adresse aux gestionnaires de biodiversité, on dit toujours qu'on est un outil parmi d'autres, et là on a vraiment la possibilité de comparer et de comprendre notre valeur ajoutée. En fait, c'est assez précieux. On a aussi des projets qui ont mené sur la notion de connectivité écoacoustique, ça fait beaucoup de mots, plein de syllabes, et la trame blanche. Donc je vous en parlais tout à l'heure, mais très rapidement, et je ne vais pas détailler là parce que je pense que le temps file, mais on essaye de trouver des indicateurs mathématiques qu'on calcule directement sur le paysage sonore, sur l'audio, pour estimer par exemple un niveau de biodiversité, une richesse en espèces. Un rapport entre l'anthropophonie et la biophonie. En gros, les basses fréquences, c'est pas bien, et les hautes fréquences, c'est bien. Ça paraît très schématique, et en fait, dans certains habitats, on a des indicateurs qui recoupent des données de relevé de biodiversité. Donc voilà, on a différents indices. Celui qui ressemble plus au niveau sonore, c'est MED. On a aussi des fois des ELEC. Chaque publication prône son indice écoacoustique. L'idée, c'est vraiment de les mélanger, puisqu'on ne peut pas, pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur un indice qui répond à toutes les questions. Quand on travaille dans une forêt tropicale ou au milieu de Paris, évidemment, on n'a pas, nous, en tout cas, les mêmes cortèges d'espèces, les mêmes paysages sonores, et on ne peut pas appliquer, pour l'instant, les mêmes méthodes. Pour revenir à la connectivité acoustique, on a participé à un projet mené par le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. On a déployé en fait un réseau de petits enregistreurs, une vingtaine dans chaque vallée. Au fond d'une vallée, il y avait une ligne de train, et au fond d'une autre vallée, une route une nationale. L'idée, c'était d'essayer de trouver des similarités entre les paysages sonores des deux versants, et de potentiellement mesurer l'impact de la route dans cette notion de fragmentation. Donc là, tout est fait à partir de l'acoustique. Et je ne vous détaillerai pas les courbes à droite, mais le NDSI, le premier graphe, code pour, par exemple, l'activité vocale des oiseaux. Et vous voyez qu'au fil de la saison, ils se décalent. En fait, les oiseaux se calent sur le lever du soleil, on le savait, mais là, on retrouve. On a aussi un ELEC là qui code pour les passages de train. On a quelques points aberrants qui sont en fait des démarrages d'avions de chasse, parce que c'est un couloir emprunté, ces deux vallées-là. Donc on commence à comprendre vraiment mieux le paysage sonore et son interaction avec l'écosystème. Pour la trame blanche, on est au tout début, mais ça démarre. On a la chance de participer à le premier projet où il y a le mot trame blanche, donc trame sonore, pour essayer d'augmenter la connectivité entre différents espaces de la ville de Lille, basé sur le son, donc réduire la pollution sonore à certains endroits. C'est un projet donc, qui est financé par la ville de Lille, qui est porté par le CEREMA et avec le Muséum et l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. On travaille à justement comprendre aussi, faire l'état des lieux existants sur les indicateurs déjà calculés sur la ville de Lille, donc orienté humain. Essayer de faire une approche complètement biodiversité et de trouver des ponts pour éviter de réinventer la poudre dans un côté, et en même temps donc réutiliser des indicateurs déjà existants et développer de nouveaux indicateurs s'il y a besoin spécifiquement pour certains taxons, pour certaines contraintes géographiques par exemple. Et enfin, un dernier projet qui va encore un petit peu après, c'est-à-dire que nous, tous les sons qu'on récupère et toutes les données qu'on récupère, c'est des fichiers WAVE pas compressés, donc on peut les écouter. Et donc là, on travaille avec le laboratoire Cresson à Grenoble et une agence d'urbanisme de Paris qui s'appelle PCA Stream,
à enregistrer dans des parcs urbains, faire tourner des indicateurs de biodiversité, et de l'autre côté, aller mener des entretiens avec les habitants et relever leur perception de l'environnement sonore, et essayer de proposer à terme peut-être des pistes pour créer des ambiances sonores qui plaisent à la fois aux habitants et qui permettent l'essor de la biodiversité. Deux petites slides très rapides. Donc, ce qui est assez sympa avec la bioacoustique et l'acoustique passive en général, c'est qu'à partir d'un même échantillon audio, on peut faire un inventaire d'espèces, détecter des sources de pollution sonore, qualifier l'environnement sonore avec les indices écoacoustiques, travailler sur des notions plus spatiales, puisqu'on a des réseaux de capteurs, avec la trame blanche, faire écouter ces mêmes signaux et aller faire des ateliers avec les enfants. Les petits spectrogrammes là que je vous ai montrés sont extraits de ce genre d'atelier. Donc c'est assez riche d'informations, c'est très puissant, et donc finalement on coche beaucoup de cases en tout cas pour aller parler avec différents interlocuteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans la gestion d'espaces naturels. Voilà, en conclusion, la bioacoustique, c'est plus seulement un domaine de recherche. J'espère que les structures comme les nôtres vous permettent d'y croire un peu plus. Ça permet de faire le lien entre différents sujets, la biodiversité, le bruit, la santé, l'aménagement, les mobilités, ce qui nous permet de discuter avec les collectivités quand on est renvoyé d'un service à l'autre. Nous, c'est assez souvent le cas. On rentre dans aucune case, et là, on leur dit, en fait, on rentre dans toutes les cases. Donc, des fois, ça a un intérêt. Améliorer la qualité de l'environnement sonore bénéficie à la biodiversité, ça c'est vraiment fondamental. Vous avez beau travailler surtout sur l'humain, vous faites aussi du bien à la biodiversité, mais des fois il y a des choses spécifiques qu'il faut adresser. La bioacoustique est complémentaire, je pense, des approches issues de l'ingénierie acoustique, et puis voilà, le travail réalisé par la communauté acoustique pour faire valoir les notions de pollution sonore, d'impact du bruit sur la santé, de qualité de l'environnement sonore, c'est vraiment un pied dans la porte, et on va aussi pouvoir plus facilement parler d'impact sur la biodiversité, en tout cas je l'espère. On a des bonnes pistes dans le milieu sous-marin, on commence à avoir des législations, peut-être que la prochaine fois que... Non, je suis un peu optimiste. Peut-être que dans 15 ans, on aura une loi sur le niveau de bruit pour protéger les cortèges d'espèces urbains. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Moi, j'aurais juste une petite question, parce que le temps avance. Tu as parlé du coût social du bruit, sur lequel nous, on a beaucoup insisté pour dire que le bruit était très important pour les humains. Sauf que les humains, ça ne les gêne pas pour trouver un partenaire, puisqu'ils vont en discothèque. Ça ne les gêne pas pour chasser, parce qu'on leur amène à manger dans les assiettes. Donc quand on voit l'importance du bruit aujourd'hui sur les animaux, ça impacte la recherche de partenaires et la chasse. Ouais. Donc l'impact du bruit est beaucoup plus important sur les animaux que sur les humains. Est-ce qu'on peut tenir ce discours-là ? Oui, clairement, il n'y a pas tellement de sujets. En plus, certaines espèces sont beaucoup plus sensibles à certains sons que nous, on n'entend pas, et qu'on se dit que c'est pas tellement grave de les prendre en considération, et du coup, ces espèces souffrent. Oui, énormément. Donc oui, c'est un peu triste de devoir dire, regardez, la biodiversité, elle sert aussi à l'humain, et l'humain, du coup, on peut monétiser son bien-être, mais c'est une des voies. Ouais. Bon, j'avais plein d'autres questions, mais ouais, désolé, j'ai été bavard. Non, c'est très très bien. Est-ce qu'on a le droit à une question ou deux du public, peut-être ? Non, on enchaîne alors ? Prends le micro. Simplement pour faire de la retape. Vous êtes bioacousticiens tous les deux. Ouais. Bioacousticien, c'est de l'acoustique, vous êtes ingénieur. Venez nous rejoindre, vous aurez peut-être plus de voix. Très bien. Plus de poids pour... voilà. Non, mais effectivement, bon, juste en une phrase, effectivement, la bioacoustique vient vraiment de l'écologie, du comportement animal, etc. Et depuis quelques années, on commence à avoir des acousticiens qui s'intéressent au sujet, et donc on essaye de rayonner sur le plus de tableaux possible pour se faire entendre. Voilà, à tripartite, à nous trois, on fait vraiment beaucoup de choses intéressantes.